Et dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse, on sort un petit peu de la géopolitique, géostratégie et le conflit au Moyen-Orient. On va s'intéresser aux banques avec notre invité, un expert, Guillaume Brisset. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes gérant de fonds chez Cartan Associés et voilà, on vous avez décidé de vous pencher sur le cas d'une banque espagnole. Oui. Alors, c'est pas tout à fait n'importe quelle banque, c'est un mastodonte, c'est la première capitalisation de la zone euro, capitalisation bancaire, oui. Qui est présente... devant nos françaises. Oui, devant nos françaises, oui. Oui. Ouais, clairement, mais concrètement, c'est 140 milliards aujourd'hui de capitalisation. Une BNP, c'est 95. BNP, a un plus gros bilan. Oui. Il y a 2700 milliards. Santander, il y a juste un petit peu moins de 2000 milliards, mais c'est valorisé nettement mieux que la BNP. On va peut-être essayer de creuser pour voir pourquoi. Mais c'est une banque c'est un mastodonte parce que c'est présent à la fois en Europe et aux Amériques. D'accord. Elle est cotée où ça sur la bourse Elle est cotée sur la bourse espagnole. Voilà. Pas de double cotation? Non. Pas de double cotation, c'est vraiment une banque espagnole d'origine. Alors on peut... Est-ce que c'est une banque universelle comme certains modèles? Quel type de banque c'est? Oui, investissement je vais d'abord juste faire un petit focus sur l'historique de cette banque, parce que c'est important pour comprendre justement où est-ce qu'elle en est aujourd'hui. Santander, porte le nom de la ville où elle est née, qui est une ville de Cantabrie, tout au nord de l'Espagne, à côté du Pays Basque. C'est une ville portuaire et en fait elle a été créée en 1857, donc elle n'est pas toute jeune, pour favoriser le commerce entre les Amériques et l'Espagne. Et en fait elle est restée fidèle à ces racines-là. Alors elle a longtemps cru de manière très 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 lente, mais il y a eu des petits épisodes. Après la guerre, en fait les choses se sont accélérées. Petite anecdote, par exemple, ils ont récupéré des clients à Barcelone parce qu'ils ont financé en 57 la construction du nouveau stade du Barça et moyennant quoi le deal c'était vous demandez à vos 30 000 supporters d'ouvrir un compte d'épargne chez nous. Pour financer le Camp Nou, ce fameux stade. Exactement. Et donc ils ont cru en Espagne progressivement, et puis ça s'est accéléré à partir de l'arrivée d'Emilio Botín. Donc il faut savoir que Santander, c'est la famille Botín. Parmi les 9 fondateurs de la banque en 1857, il y avait un Botín, et en gros depuis l'après-guerre, c'est toujours des Botín qui sont à la présidence de la banque. Mais Emilio a particulièrement marqué Santander parce que il a fait un certain nombre d'acquisitions. Alors d'abord en Espagne, il a racheté Banesto au début des années 90. Voilà. En fait, la banque a toujours été très opportuniste. Banesto a eu un scandale, a été victime d'un scandale parce qu'elle a été très mal gérée à l'époque. Oui. Hop, ils l'ont raflé. Ils ont fait exactement la même chose. Pas la même chose. Ça parlera aux plus jeunes, Banesto, parce qu'on se souvient que c'était le sponsor. Exactement. C'est pour ça que je voulais la citer. Je pense, sur le Tour de France. Exactement. Exactement. Donc, elle a été absorbée, c'est ça qui a été absorbée. Voilà. En 99, ils ont fusionné avec un gros concurrent qui s'appelait Banco Central Hispano. En 2000, ils ont racheté une banque brésilienne qui était privatisée, qui s'appelait la Banespa, qui a commencé à donner à Santander un gros pied au Brésil. Et puis en 2004, là, c'est un peu la revanche de l'invincible Armada, parce qu'elle débarque en Angleterre et elle rachète une vieille entité anglaise qui s'appelle Allianz Leicester. Et là, la City est totalement sous le choc, ne comprend pas ce qui lui arrive, mais Santander remporte le morceau. Et en fait, c'est avec le début d'une série d'acquisitions. À l'international. À l'international. Et pourquoi ils ont pu le faire en 2004, c'est que Allianz... Non, pardon, c'était AB National. AB National était en difficulté. Ils avaient enregistré des pertes en 2002, des pertes en 2003, et 2004 n'étaient pas tellement plus favorables. Et là... le Chevalier Blanc.
Le chevalier blanc, voilà, il rafle la mise. 2008 arrive, et en 2008, là, il va être encore plus fort. D'abord en 2007. En 2007, il s'allie avec Royal Bank of Scotland et Fortis pour racheter ABN AMRO à l'époque. Et en fait, ils vont dépecer ABN AMRO, ils vont le couper en petits morceaux et chacun va prendre ce qu'il veut. Santander va prendre la Banque Real, qui est une très grosse banque brésilienne, et va devenir la 4e banque brésilienne, grosso modo, grâce à cette acquisition. Les deux autres récupèrent des entités pourries, en fait. RBS fera faillite, et Fortis, même chose. Fortis sera racheté par la BNP, voilà, parce que le gouvernement néerlandais, belge avait appelé la BNP à la rescousse. Donc finalement, elle traverse plutôt bien la crise en ciblant ses acquisitions à l'international. Incroyablement bien la crise. Et donc en 2008, c'est quand même la plus grande crise qu'on ait connue financière. La banque publie un résultat extrêmement confortable, mais il continue parce que oui, là, il y a des actifs en 2008, mais vous avez la moitié des banques anglaises, si ce n'est les 3 quarts, qui sont au bord de la faillite, et ils rachètent 2 autres petites entités de banques mortgage qui font du prêt hypothécaire, c'est-à-dire Bradford and Bingley et Allianz et Leicester. Et puis aux États-Unis, c'est la même chose, c'est la déconfiture bancaire, et ils rachètent Sovereign Bank, qui est une petite banque régionale du nord-est des États-Unis, qui leur permet de commencer à mettre un premier pied aux US. Voilà. Et toute leur histoire, c'est ce genre d'opportunité, mais qui leur... Donc extrêmement ciblé, très opportuniste, et un track record, on va dire, de gestion favorable. Remarquable. Absolument remarquable. Alors, l'acquisition d'AB National a mis du temps à être vraiment intégrée parce que voilà, il y avait un clash culturel, grosso modo. Mais choc des cultures. Un choc des cultures arrive. À sa tête est nommée Anna Patricia Botín. Donc Anna Patricia, c'est la fille d'Emilio. Et en 2010, elle arrive au UK, au Royaume-Uni, pour mettre de l'ordre dans tout ça. Voilà. Et en 4 ans, elle apaise tout, elle remet de l'ordre, et AB National, et avec les autres entités, commence à fonctionner très très bien. Est-ce qu'il y a eu d'autres acquisitions depuis ces 15 dernières années ? Alors, il y a eu d'autres acquisitions. En 2017, ils ont racheté Banco Popular. Là aussi, Banco Popular avait de grosses difficultés. Ils l'ont récupéré pour 1 euro. Encore une fois, pourquoi est-ce qu'ils ont eu ces opportunités ? Parce qu'ils étaient très sains. Ils ont toujours eu un bilan très sain. Ils ont toujours été remarquablement gérés. Et donc, du coup, ils pouvaient saisir... Une gestion de bons pères de famille. Bon, ils ne sont pas allés se... Oui, enfin, un bon père de famille, si je peux dire, c'est géré de manière militaire. Hein. Tout est géré au cordeau. Les coûts... Non, ce que je veux dire, c'est que le fait que ça soit un capital... ils sont toujours à la tête, je pense, du contrôle, la gouvernance... ils s'inscrivent également dans la durée, puisque cette génération en génération, ça donne quand même une portée, et on se dit qu'on va peut-être transmettre pour la génération. Ça évite peut-être certains excès de CEO qui sont placés là pour quelques années et qui ont parfois la folie des grandeurs. Absolument. On ne citera personne. Comment ça se passe aujourd'hui ? Est-ce que c'est toujours une valeur qui vaut le coup ? Je vous demande ça parce qu'on sort d'une séquence qui a été extrêmement favorable aux valeurs bancaires, et elles ont toutes eu des multiples qui sont augmentés. Est-ce que c'est toujours intéressant ? Oui. Alors, il faut voir ce que Anna Patricia Botín a fait. Elle est arrivée à la tête de la banque en 2014 parce que son père est décédé en 2014. Elle a lancé 3 plans stratégiques successifs de 2015 à 2025. Ça a fait exploser toutes les métriques de la banque. Elle a multiplié les résultats par 3, elle a considérablement gonflé les ratios de fonds propres, elle a réduit considérablement aussi ce qu'on appelle le ratio d'efficacité, c'est-à-dire le ratio des coûts sur votre chiffre d'affaires, grosso modo. Les gens sont devenus plus productifs. Sont devenus un grain productif. Et surtout, en 2020, elle a lancé un plan qui s'appelle One Transformation, qui est un plan de numérisation de la banque.
Le problème des banques, c'est qu'elles ont toutes des actifs hérités du passé, des actifs numériques, des actifs informatiques, et que tout ça fonctionnait par le passé sur des mainframes qu'on appelle, que IBM fournissait, et tout ça a été totalement dépassé avec l'arrivée du cloud. Ce qu'Anna Patricia a fait, c'est qu'elle a engrangé un énorme plan avec 20 milliards de budget, donc c'est quand même totalement colossal. Il y a 30 000 personnes qui travaillent là-dessus depuis, et elle a progressivement numérisé toute l'architecture, mis sur le cloud toute l'architecture de la banque. Ça change tout parce que ça permet dans la banque de détail de Santander d'accélérer tous les processus, d'abord de faire baisser les coûts, de permettre une innovation beaucoup plus rapide, c'est-à-dire que dès qu'on a une nouvelle application à mettre en route, en gros, en quelques jours, c'est mis en route et non pas quelques semaines. Encore une fois, en termes de coûts, ça a été spectaculaire, et donc c'est pour ça que sur le dernier plan stratégique de 2023-2025, on est passé d'un ratio d'efficacité de 45% à 41%. Et ça, c'était avant l'intelligence artificielle. Peut-être qu'ils l'ont utilisé. Oui. Il nous reste une minute. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, donc, pour ceux qui s'intéressent boursièrement à la valeur? Elle a lancé un nouveau plan. Le nouveau plan s'étale sur 3 ans jusqu'à 2028. La banque va rendre 50 milliards d'euros à ses actionnaires. La banque va encore progresser sur son ratio d'efficacité. Elle va passer de 41 à 36%. Elle va encore augmenter sa rentabilité sur fonds propres. On va passer de 16 à 20%, enfin à plus de 20%. Et on va multiplier par 2 les dividendes. Donc concrètement, pour l'actionnaire, en fait, on va bénéficier d'une croissance de 13% à peu près en moyenne sur les 3 années par an du bénéfice. On va être très grassement rémunéré pour ça, et la banque devient de plus en plus en fait une Rolls en termes de gestion, et donc du coup quels que soient les événements qui vont arriver, normalement on va traverser ça. Oui. Et je rajoute, elle est surtout armée pour faire face aux néobanques qui ont des grandes ambitions. Alors justement, mais cette digitalisation de la banque fait qu'elle joue à armes égales maintenant avec les néobanques. Parce que les néobanques, elles sont cloud native, si je peux dire, et en fait maintenant Santander l'est. On entend creux que la transformation pour les banques, elle est possible, elle coûte un petit peu, mais il faut s'y mettre et avoir cette volonté. Merci en tout cas pour ces précisions, on sait tout sur le cas Banco Santander. Merci Guillaume Grisset, Clartan Associés. Merci. Cette édition se termine, merci de l'avoir suivi. Je rappelle que vous pouvez nous réécouter en replay sur toutes les bonnes plateformes, les Deezer, Spotify, Apple Podcast bien évidemment. Abonnez-vous à Smart Trade tous les jours. Un petit récap de l'actu boursière avec Pauline Gratel. Et puis bien sûr, dès lundi, vous retrouvez Grégoire Favé sur ce plateau. Très bonne soirée à tous et à très bientôt.